Bonjour les immopreneurs et futurs immopreneurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais simplement répondre aux questions qui m'ont été posées soit dans les commentaires YouTube ou également sur Instagram. On va passer le jingle, le tout, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais traiter 4 questions dans cette vidéo. Alors la toute première question que je vais traiter, c'est celle-ci. Est-ce possible d'obtenir un prêt sans apport avec 2 ans de différé, sachant que mon salaire net tourne autour de 1800 € environ? Est-ce que c'est possible pour le sans apport? Oui, en fait, fondamentalement, c'est toujours possible. Maintenant, tout va dépendre de ton profil bancaire. Est-ce que tu as de l'épargne? Quel est le projet que tu présentes? Est-ce que tu as un CDI depuis un moment, tu as des revenus stables? Bref, en fait, c'est tout un ensemble derrière en fait qui va faire qu'on puisse t'octroyer du sans apport. Maintenant, je veux être aussi honnête avec toi, avec tous ceux qui vont regarder cette vidéo. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui d'avoir du zéro apport qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière. Si tu me suis depuis un moment, j'ai publié une précédente vidéo où je te parlais des refus que j'ai pu avoir sur mon dernier immeuble de rapport que j'ai acheté le 14 mars 2022 dernier. Et ben pour ce bien-là, c'était la première fois où je mettais 3% d'apport. Et c'est 3% du montant du projet en fait. Pour moi, mettre 3%, c'est comme si j'avais du 110%, c'est rien. C'est vraiment pas grand chose quoi. Donc si on va par là, oui, aujourd'hui c'est encore possible de mettre un tout petit peu dans ton projet pour avoir ton financement, voire zéro, le zéro, vraiment le zéro, ou même tu ne payes même pas les frais de dossier de 500 ou 1000 €. C'est plus complexe à avoir aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière, soyons clairs. Maintenant il y a des personnes qui arrivent quand même à encore l'avoir. Ça dépend bien entendu de leur profil. Garde en tête que chaque profil devant la banque est complètement différent. On va aller voir la même banque, elle va me faire des conditions, à toi elle va faire des conditions autres, à une troisième personne des conditions autres. Donc c'est très particulier à chaque profil et à chaque projet, ok? Mais fondamentalement le sans apport est possible. Maintenant, on va parler du différé. Le différé, oui, c'est possible fois 1000 même. Et la condition très souvent, c'est que tu aies un bien qui nécessite des travaux et donc pour lequel tu vas fournir un devis à la banque qui va intégrer dans ton dossier de prêt. Et en effet, lorsque tu as des travaux à réaliser sur ton bien immobilier, et ben d'office, en fait, tu as une période de préfinancement qui peut aller de 12 à 36 mois, pardon, qui peut aller de 12 à 36 mois. Et donc, d'office, tu as cette phase-là dans laquelle tu ne vas payer que des intérêts intercalaires sur le montant qui t'a été débloqué pour ton projet, d'accord? Parce que quand tu as des travaux, ça veut dire que le jour de la signature chez le notaire, tu débloques juste le montant, le prix du bien avec les frais de notaire si on te les a financés, les garanties, les frais de garantie et tout. Et ensuite, au fil de l'évolution des travaux, eh ben, tu débloques au fil du temps le montant restant en fait, tu vois. Et donc, à chaque fois que tu débloques un peu plus, tu vas payer un peu plus d'intérêts intercalaires parce que c'est calé sur le montant qui a été débloqué. Et ça, tu peux l'avoir pendant 3 ans. Et la condition pour que tu continues à profiter de ta période de préfinancement, eh ben, c'est de ne pas débloquer toute l'enveloppe sur le projet. C'est aussi simple que ça. Donc ça, oui, ça, je te le confirme à 100%. Tu peux encore avoir du différé. Tu peux aller même jusqu'à 3 ans. Enfin, ça s'appelle la période de préfinancement. Le différé peut s'y rajouter encore après. Le différé a encore une autre signification, même si c'est en fait une condition bancaire qui se rapproche beaucoup de la période de préfinancement, puisque c'est une période pendant laquelle tu ne payes pas ton mensualité complète. Mais la différence, c'est que le différé peut être total ou partiel et la période de différé n'est pas liée au fait que en fait tu aies fini tes travaux ou pas. Tu peux avoir fini tes travaux et si tu as négocié une période de différé avec ta banque, même si tu as débloqué toute l'enveloppe du projet, tu peux rester en différé pendant le temps qui a été négocié avec la banque.
Et pour l'exemple, je crois que je te l'avais dit ici, sur mon dernier bien, j'ai eu la période de préfinancement dont je te parle de 36 mois et j'ai également eu 24 mois de différé. Donc si je veux pendant 5 ans, je ne paye pas mes mensualités au complet. Mais c'est pas ce que je vais faire, hein. Je trouve que c'est déjà beaucoup. À un moment donné, il faut commencer aussi à amortir le bien, hein. C'est important d'amortir pour commencer à avoir un patrimoine net intéressant. Et aussi pouvoir continuer à investir, à demander des crédits aux banques. Voilà pour cette question sur le différé et également sur le sans apport. Alors, autre question qui m'a été posée. Bonjour, j'ai appris pas mal de choses en lisant vos posts, merci. Et la personne me demande, je n'ai pas trouvé de post concernant la SARL de famille. Dans l'attente de vous lire. Alors, c'est vrai que je ne parle pas de SARL de famille qui est une forme de forme juridique de société. Je n'en parle pas parce que ce n'est pas la forme courante pour faire de l'investissement immobilier en société. La forme courante pour faire de l'investissement immobilier en société, eh ben, c'est la forme SCI, en fait, c'est la société civile immobilière. Donc la SARL, je ne maîtrise pas, donc je n'en parle pas tout simplement. Et puis c'est pas la forme juridique qui a été pensée pour faire de l'immobilier. Même si on peut le faire, hein, on peut faire de l'immobilier avec une SARL de famille, tout comme on peut faire de l'immobilier avec une SAS, enfin, sous toutes les formes de société. Mais la forme de société qui a été pensée pour faire de l'immobilier, c'est la structure SCI, Société Civile Immobilière. Donc, pour l'instant, je ne parle pas de la SARL et ce n'est pas prévu, tout simplement. Ok? Une autre question, la question 3 du coup. Actuellement, je suis en location et je ne sais pas quelle sera la bonne stratégie, celle d'investir dans ma résidence principale ou alors commencer par du locatif. Alors cette question-là, je l'ai déjà eue à plusieurs reprises et je vais me répéter dans cette vidéo et je vais apporter quand même un complément par rapport au profil de la personne qui m'écrivait en fait cette question. La personne, c'est un jeune actif en fait qui réside en Île-de-France. Donc de base, je le dis et je le confirme encore, tu peux commencer soit par le locatif ou soit par la résidence principale. Si tu décides de commencer par la résidence principale, sache qu'il ne faudra pas que le bien que tu achètes, et la mensualité de crédit que tu payes pour ce bien-là te fasse plafonner ton taux d'endettement maximum autorisé qui est aujourd'hui de 35%. Voilà, ça c'est pour la résidence principale. Si tu veux commencer par du locatif, sache que tu peux le faire, mais aussi en contrepartie, sache que toutes les banques ne t'ouvriront pas leurs portes. Et considère bien que c'est vrai, tu peux commencer par du locatif, hein, mais ton loyer sera pris en compte. Même si ce n'est pas en fait une dette, ça reste une charge fixe que tu dépenses tous les mois parce que tu es obligé de payer ton loyer. Et c'est pris en compte, le montant de ton loyer est pris en compte comme si c'était un crédit. D'accord? Donc sache que tu peux commencer par du locatif, mais ton loyer sera pris en compte comme une dette limite. Ça sera exactement la même chose comme si tu avais une mensualité de crédit à prendre, une mensualité de crédit à payer. Donc ton loyer sera pris en compte de la même manière. Et la deuxième chose, sache que toutes les banques ne t'ouvriront pas leurs portes parce que ici en France, on ouvre facilement plus les bras. Surtout aux primo-accédants, on ouvre les bras aux primo-accédants quand il s'agit de leur résidence principale. Maintenant, c'est vrai, tu peux le faire, hein, il y en a qui y arrivent très bien. Tu vas faire peut-être 2, voire 3 banques, ou voire plus, pour aller chercher ton crédit pour du locatif si tu n'es pas encore propriétaire de ta résidence principale. Il faut juste le savoir. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est possible. Là où je disais que je vais aller encore un peu plus loin dans l'apport de la réponse par rapport au profil de cette personne qui est jeune, actif et résident en Île-de-France, c'est quoi? Comme je disais, les banques privilégient les personnes qui achètent leur résidence principale. Si tu es jeune actif, j'imagine jeune actif, ça veut dire que tu es dans les 25-26 ans par là.
Pourquoi ne pas commencer par l'achat de ta résidence principale, mais pour le coup, tu achètes une résidence principale, un grand appartement par exemple, dans lequel en fait tu habites d'un côté, tu as ta chambre, tu as ton espace, et de l'autre côté tu fais également du locatif, tu fais de la colocation en fait. Et tu vas voir, si tu achètes bien toujours en mode immopreneur, en mode investisseur rentable, tu vas te rendre compte que tu vas habiter gratuitement chez toi, parce que les autres loyers, en fait les loyers des personnes enfin de tes colocataires, et ben vont payer complètement ta mensualité, et il se peut même que tu puisses avoir du cash flow derrière. Est-ce que tu te rends compte? Tu vas habiter chez toi et tu vas rien payer. Donc imagine en fait ce que tu renvoies à la banque en fait, quand tu fais ce genre de projet-là. L'image que tu renvoies à la banque, c'est une image qui est top. Quand tu voudras aller investir dans autre chose, elle t'ouvrira encore les portes parce qu'elle a déjà cerné que toi, tu es en mode investisseur, tu sais où tu vas. Voilà, tu as déjà acheté ta résidence principale, mais au lieu de le garder en passif, tu en as fait un actif qui te ramène de l'argent. Elle comprend que tu as déjà ces notions-là en toi et puis elle te suivra pour d'autres projets. Donc ça, c'est aussi une stratégie de faire la résidence principale, mais de faire cette méthode intelligemment en prenant une résidence principale dans laquelle tu fais du locatif. Donc ça peut valoir pour l'achat d'un appartement, ça peut valoir pour l'achat d'un petit immeuble de rapport dans lequel tu vas prendre un appartement pour ta résidence principale. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire en fait. Donc il faut juste que tu y penses. Donc pour répondre à la question, selon ton profil, n'hésite pas à commencer par la résidence principale parce que aujourd'hui c'est ce qui est facile. C'est-à-dire si tu veux pas te casser la tête pour avoir ton financement et tout, achète ta résidence principale. Et si tu es en Île-de-France, bah, tu ne peux pas acheter d'immeuble de rapport, hein, à moins que tu gagnes des sommes importantes tous les mois. Mais si tu es jeune actif, tu gagnes peut-être 2000 euros, 2500 euros ou 1800 euros, que sais-je, bah, achète un appartement dans lequel en fait tu vas faire de la colocation. Maintenant, il y en a qui vont me dire, oui, moi je n'aime pas habiter avec d'autres personnes, oui, mais... Il faut savoir ce qu'on veut. Tout ça est très temporaire, ok? Tout ça est très temporaire. Si tu es déterminé, bah, c'est une solution que je t'apporte. À toi de l'utiliser ou de laisser cette solution-là. Mais c'est une solution qui va marcher à coup sûr. Donc, à toi de voir si tu vas l'utiliser ou pas, ok? Mais moi, voilà, je te donne l'information que j'ai. Et enfin, je crois que c'était la question 3. Et la question 4. La question 4, c'est celle-ci. Alors, mon frère est installé au Canada, il travaille et tout. Il n'est pas français. Peut-il emprunter ici pour investir en France? Une SCI avec moi, par exemple. Donc, en fait, la personne, elle habite au Canada, elle travaille au Canada, elle n'est pas française. Et en fait, la question, c'est de savoir si elle peut emprunter pour investir en France. Si c'est emprunter, parce que dans la question, tu vois, est-ce qu'il peut emprunter ici pour investir en France? Donc, je comprends que la personne, est-ce qu'elle peut emprunter au Canada pour investir en France? La réponse est oui. Si au Canada, la personne a une banque qui veut bien la suivre pour qu'elle puisse aller investir dans l'immobilier en France, bah bien entendu, hein. Alors, ça veut dire tout simplement que quand la personne va arriver en France, elle va donner du cash en fait. C'est-à-dire, elle trouve un bien immobilier ici, elle fait son crédit là-bas, on transfère le montant à la notaire et puis on fait la signature, il n'y a aucun problème. C'est juste la partie où si la personne est au Canada, elle vit au Canada, elle n'est pas française et qu'elle veut investir en France avec du crédit immobilier français, donc avoir un crédit immobilier en France, là c'est compliqué, ok? Là c'est vraiment compliqué, surtout en ce moment, après tout ce qu'on a eu et l'actualité qu'on continue d'avoir. C'est très compliqué en fait. Les banques sont de plus en plus frileuses pour voilà, des profils qui ne sont pas du tout d'ici, qui n'habitent pas ici fiscalement parlant, ils ne sont pas résidents fiscaux en France. Même pour les expatriés, certaines banques ont du mal à y aller actuellement. Donc si la personne en plus n'est pas française et qu'elle habite à l'étranger, donc au Canada, qu'elle veut investir ici, si le crédit se fait au Canada, il n'y a pas de souci. Elle arrive ici avec son cash et elle achète. Pas de problème. Mais si c'est pour faire un crédit immobilier en France, là, franchement, c'est compliqué. Ok? Donc, voilà les 4 questions
auxquelles je souhaitais répondre dans cette vidéo. Au passage, c'est vrai, je ne me suis pas présentée, je suis Célie Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'apprends à investir de façon rentable en immobilier, à faire de toi un immopreneur, quelqu'un qui fait de l'immobilier un business qui lui rapporte de l'argent tous les mois et pas seulement lorsqu'il aura fini de payer son crédit et qui gère son parc comme une entreprise avec du cash pour aller réaliser d'autres projets qui lui tiennent peut-être à cœur. Donc si ça t'intéresse, rejoins-nous dans la communauté, on est 1500 là, merci à tous qui nous avez rejoints. Continuez à nous rejoindre, continuez à partager les vidéos si vous les trouvez intéressantes, bien entendu. Continuez à mettre vos likes, à interagir avec moi dans les commentaires, à poser vos questions et je essaie toujours d'y répondre. Donc voilà un peu la team. J'espère que cette vidéo vous a plu, a peut-être éclairé certaines personnes. Tu avais peut-être les mêmes questions que ceux qui me les ont posées là, donc tu as les réponses. Sur ce, je vais te souhaiter une très belle fin de soirée et puis à la prochaine vidéo.